Incas, Aymara, Quechua, Indiens des Andes et de l'Amazonie, ils ont donné à l'Amérique du Sud son visage jusqu'à ce que les conquistadors espagnols et portugais ne les chassent de la côte et des plaines. Et puis, au tournant du XXe siècle, les empires ont disparu et la carte du continent s'est redessinée au fil des indépendances. Par-delà les frontières, il est resté des liens entre ces peuples. Dans le sud du continent, il est ainsi une ligne de bus qui relie le Pérou et l'Argentine en passant par le Chili. Cette ligne de bus a un nom, El Rapido. Elle a pour point de départ Buenos Aires. De la capitale argentine, elle emprunte la Translatina à travers la Pampa. Elle franchit la cordillère des Andes en grimpant à près de 5000 mètres avant de redescendre sur le désert aride d'Atacama au Chili. El Rapido remonte ensuite le long du Pacifique vers le Pérou jusqu'à Lima, la capitale. Un périple de près de 5000 km que le bus parcourt en 3 jours et demi à travers le continent sud-américain. Buenos Aires, l'une des grandes portes pour tout le continent. Carrefour où se croisent et se retrouvent les peuples de toute l'Amérique du Sud. La ville incite le voyageur à partir autant qu'à rester. Elle est à l'image du continent, mixité, allégresse, ferveur. Il y a encore un demi-siècle, la ville était l'une des plus riches de la planète. Aujourd'hui, elle sort à peine d'une des plus graves crises économiques de son histoire. Pourtant, ses habitants semblent avoir retrouvé un nouveau souffle. El Retiro, le terminal de bus de Buenos Aires. Une véritable fourmilière où transitent chaque jour des milliers d'itinérants sud-américains. Il est pour les uns un commencement, une nouvelle vie. Et pour les autres, un retour aux sources, au pays. Pour nous, c'est le point de départ de notre voyage en Amérique du Sud, le long de la ligne d'El Rapido qui relie l'Argentine au Pérou. Un homme, Emilio Corsino, est à l'origine de la ligne El Rapido qui fut prolongée en 1987 jusqu'à Lima. L'idée était avant tout un pari. Vous savez, la ligne est très longue et les premiers temps ont été très difficiles du point de vue économique parce que l'entreprise n'était pas très connue. Aussi, il nous arrivait de faire l'aller-retour, presque à vide. C'était une époque difficile au Pérou. C'était l'époque du premier gouvernement d'Alan Garcia, alors beaucoup de Péruviens venaient travailler en Argentine. Et c'est de là qu'a commencé l'essor de la ligne. À cette époque, on avait 10-12 bus par semaine. Aujourd'hui, les choses se sont régularisées. Il s'agit de personnes qui viennent voir la famille ou qui viennent chercher du travail et qui retournent chez eux. Mais principalement sur notre ligne, ce sont des Péruviens. Pour nous, la ligne n'est pas seulement l'attrait économique, mais aussi la fierté d'avoir fait une grande entreprise connue dans toute l'Amérique du Sud. Et puis du côté familial, ce n'est pas seulement moi et mon père, mais aussi mon fils et mes petits-enfants qui l'aiment et la défendent comme nous, ou peut-être mieux que nous. Hola, ¿qué tal? Quería saber a qué hora tienen pasaje a Mendoza. Jeune étudiante, Salomé Boustani est originaire de Mendoza, à l'ouest de l'Argentine. Comme beaucoup d'autres, elle a fait de Buenos Aires son port d'attache, mais elle connaît aussi les départs et les arrivées. Je pars rendre visite à mes parents, chez moi à Mendoza. Je pars voir ma famille et mes amis. Pour aller là-bas, à Mendoza, c'est assez loin. Je crois qu'en kilomètres, ça fait entre 1000 et 1100 kilomètres. Ici, la seule façon de voyager est le bus, et ça peut prendre des jours. Un voyage en avion, c'est trop cher, vraiment trop cher pour nous les jeunes. Alors nous, on voyage en bus. Pour y aller, il faut plus ou moins 14 heures, s'il n'y a pas de panne. Parce que ça arrive souvent qu'on se retrouve pendant des heures à l'arrêt au plein milieu de la Pampa.
La vérité, c'est que je passe ma vie à faire ma valise. En général, je pars tous les 2 mois, et même parfois 1 fois par mois. Ça peut arriver. Alors je fais ma valise, je défais ma valise, je refais ma valise. C'est devenu une habitude. Avant de partir, pas question pour Salomé de manquer son dernier cours d'art dramatique. Elle débute à peine une carrière d'actrice dans la capitale argentine. Buenos Aires est la capitale artistique de l'Amérique latine. Il y a beaucoup d'activités théâtrales et cinématographiques. C'est une ville qui bouge jour et nuit. Alors ça t'oblige à créer tout le temps. Il y a beaucoup de mouvements artistiques indépendants que les autres pays n'ont pas. À partir de la crise, il s'est créé un mouvement nouveau. Les gens n'avaient qu'une envie, c'est de s'exprimer, de faire des choses. Par exemple, faire des films, même si économiquement tout allait de pire en pire. Il me semble que de cette crise jaillissait une envie ou une inspiration pour les choses artistiques. Depuis la fin de la crise économique en 2002, la reprise sonne comme un tremplin pour de nombreux projets. C'est l'heure du départ pour El Rapido et ses voyageurs. Chacun avec son petit bout d'histoire. En Amérique du Sud, voyager est une nécessité. Aucun déplacement ne se fait autrement qu'en bus, à bord des traditionnels colectivos. Mon futur, je suis convaincue qu'il est à Buenos Aires. C'est ce que je souhaite en tout cas. Je ne sais pas ce qui va arriver plus tard, mais ma volonté est bien d'y rester. Moi, quand je suis partie de chez moi, de Mendoza à 18 ans, je savais déjà que je partais vivre ailleurs, définitivement. Je partais étudier tout en sachant que je n'allais pas revenir. Perdón. Hola, papá. Bien, estoy yendo para allá. Quand je dis à ma famille que je vais aller les voir, mon papa commence à m'appeler une fois et une autre et une autre et il me dit plus que 4 jours, plus que 3 jours, c'est comme un compte à rebours. Ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas habitués à ce que les personnes vivent loin de leur famille et surtout quand les frères et sœurs sont petits. Ma sœur a 10 ans, mes frères et sœurs vont au lycée. La famille vit à la maison, alors ça fait un peu bizarre d'avoir une sœur qui vit loin. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Sur notre parcours long de 5000 km, 2 hommes, José et Rubén, vont se relayer jour et nuit pour assurer le trajet du bus jusqu'au Pérou. Normalement, avec José, mon compagnon de route, nos étapes sont définies. Par exemple, nous faisons des étapes de 4 ou 5 heures. Et comme tu les as bien ancrées au fond de ta mémoire, même en dormant, tu sais par où tu passes. Tu te réveilles et tu sais où tu es. Si tu sens que ça ne bouge pas, que ça s'arrête, ou que le bus est un moment à l'arrêt, tu te dis, là, il doit se passer quelque chose. Il arrive un moment où l'on se connaît bien, ça fait tant d'années. Pour nous, ça fait 1 an. Il y a des conducteurs qui voyagent ensemble depuis 6 ou 9 ans.
Dès les premières heures du voyage, la vie s'organise à bord d'El Rapido. Prendre cette ligne, c'est aussi un peu parcourir les pages de l'histoire. Pour certains, la ligne de bus a rimé avec exil à l'époque de la dictature argentine entre 1976 et 1983. Certains ont fui en empruntant des bus, et ils ont pris les mêmes pour revenir au pays. Walter Sabatini fait partie de ceux qui sont partis et revenus. Moi, je suis parti à cause du contexte politique. Le manque de liberté, c'est ça qui m'a fait partir. En mai dernier, ça fait 30 ans que j'ai commencé à voyager. Le premier voyage, je l'ai fait en Europe. Je me suis installé 5 ans en Espagne. J'ai travaillé en tant que musicien. Et je suis revenu à Buenos Aires, où je suis depuis 21 ans. Au petit matin, c'est un autre visage de l'Argentine que les passagers à peine réveillés découvrent. La Pampa qui s'étend à perte de vue. Bientôt, c'est Mendoza, la capitale de l'Ouest argentine. Pour Salomé, le voyage s'arrête là. À chaque fois que je reviens à Mendoza, je ressens la même émotion en revoyant ma famille et mes frères et sœurs. Tous mes amis sont ici. Tous les miens sont ici en vérité. Pour nous, notre vie change à chaque fois qu'elle nous dit qu'elle va venir. Nous avons un grand tableau à la maison sur lequel nous lui écrivons un message de bienvenue. Là maintenant, il est prêt pour son arrivée. Et durant son séjour, je lui prépare les repas qu'elle a choisis, qu'elle nous a indiqués par téléphone. Vous savez, le téléphone n'arrête pas. Toute la journée, le téléphone sonne. En général, c'est toujours papa qui vient me chercher, encore et encore, immanquablement. Ensuite, il me ramène quand je repars pour Buenos Aires. Et il vient me chercher quand je reviens, toujours. Tout ça fait partie de la vie. Nous aussi, nous l'avons fait lorsque nous étions jeunes. Parce que nous avons dû laisser aussi notre foyer pour partir, faire des études ici, à Mendoza. Salomé ne restera que quelques jours dans sa famille avant de revenir sur la capitale. Pour Walter, le voyage s'arrête aussi à Mendoza, où il vient rendre visite à ses copains qu'il n'a pas revus depuis longtemps. Avec eux, nous avons vécu ensemble des choses très importantes dans notre vie. J'ai passé 15 ans avec lui dans le même groupe musical. Et avec lui, j'ai travaillé des années en Espagne à chanter. Nous avons vécu beaucoup de choses en commun. Des années avant que commence la dictature militaire en Argentine, nous avions un groupe qui s'appelait Canturia. C'était un petit groupe, principalement vocal. Nous chantions des chansons qui avaient une connotation politique marquée, qui était très importante dans les années 70. En réalité, notre but était de faire de la résistance. Plus tard, le groupe Canturia s'est séparé pour des raisons politiques. Beaucoup de personnes ont dû quitter le pays. Même moi, j'ai dû partir. Ce qui te traverse quand tu es loin de chez toi, c'est la musique. Quand tu la chantes, elle te rappelle qui tu es. Elle exprime de bout en bout qui je suis et qui sont ceux que je côtoie. Tu chantes une samba ou une chacarera et tu sais qui tu es. Et mon pays, c'est ça. Revenir à Mendoza, ça veut dire revenir à ce que je suis, revenir à mon origine, revenir à l'endroit que j'aime. Même si je ne peux pas vivre ici pour des raisons de travail et de famille, je suis moi. Et quand je pars d'ici, je sais que la prochaine fois que je reviendrai, je vais m'asseoir avec eux et nous allons reprendre la conversation là où nous l'avions arrêtée. La última vez.
Après 1 heure d'escale, le bus est fin prêt pour le départ. Le voyage est encore long. C'est l'heure de nouvelles séparations. Ana de Pinto, péruvienne, accompagne sa petite fille Dercy à Lima. Dercy a trouvé du travail dans un grand hôtel de la capitale. Depuis près de 30 ans, inlassablement, El Rapido traverse la Pampa, un territoire qui a façonné tout le pays. Terre d'excellence pour le bétail, l'immense Pampa reste une raison de vivre pour l'Argentine et ses habitants. À chaque époque difficile, à chaque crise, cette terre-là a permis à de nombreux Argentins de se nourrir. La Pampa, c'est la terre des hommes de la plaine, les gauchos. Ceux-là ont préféré rester. Véritables gardiens des lieux, les gauchos ne bougent que pour leur bétail. Oscar Pereira est un vrai gaucho d'Argentine. Depuis près de 30 ans, l'homme vit et travaille dans une estancia dont il n'est pas propriétaire. J'ai toujours été intéressé à apprendre les choses de la campagne. À 4-5 ans, je traînais déjà derrière mon père. Je convoyais le bétail dans les haciendas. Je prenais tout ce que je pouvais apprendre. Il m'arrivait même de dormir dehors. De mon enfance à aujourd'hui, les choses ont bien changé. Mais nous continuons parce que ça nous plaît. Toujours en compagnie des chevaux, des vaches, des cordes que nous faisons nous-mêmes. Moi, je ne dresse plus les chevaux parce que je suis vieux, mais par exemple, lui le fait. Moi, ça me plaît qu'il existe des garçons qui veulent bien apprendre, parce qu'en vérité, la vie du gaucho est une vie saine, honnête. Le gaucho est toujours honnête. En esa noche, por mano gata, cuando la luna se quiere marchar, le roban los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Le roban los montes zambita de antaño. Nous faisons ça toute notre vie. Nous naissons pour cela, et c'est cette tradition-là que nous conservons. Nous devons avoir un cheval soigné, bien arrangé, bien portant, sain, et s'en occuper. Si nous devons convoyer du bétail, nous devons bien faire le travail, comme il faut. C'est une tradition, dresser un cheval pour soi et pour les autres. Para allá y yo le voy dando los chicos. Chicos, ustedes preparen el pan, chicos, yo le corto lo que ustedes me digan. À chaque fois que l'on fait une réunion entre copains, on fait un asado. Et on joue de la guitare. Et on boit du vin à la gourde. Vous savez, la raison de faire un asado est avant tout d'être tous ensemble. Ou encore parce que la famille vient vous rendre visite. Ça, c'est un asado. Mais pour nous, à la campagne, nous en mangeons tous les jours. C'est un repas facile.
Un repas de gaucho, un repas simple et convivial qui nous plaît. Alors nous en faisons tout le temps. Sabía que le estuve amando, que la adoraba con fe, y ahora se las nombraré para que no estén dudando. Pero me estoy recelando porque vivo arrepentido, nunca jamás he podido de mi memoria borrarla, me es imposible nombrarla porque mucho le he querido. La cordillère des Andes constitue la prochaine étape de notre voyage. Une fois cette immense barrière naturelle franchie, place au Chili. L'itinéraire d'El Rapido rejoint la Panamérica qui traverse le nord du pays, entre l'océan Pacifique et le désert d'Atacama. Par la route qu'emprunte El Rapido, nous pénétrons au cœur de la cordillère des Andes, imposante barrière naturelle jeune de 230 millions d'années. C'est un peu comme si nous rentrions dans l'épine dorsale de tout le continent. Longue de plus de 8000 km, la cordillère a forgé l'identité des 7 pays sur lesquels elle s'étend. Les premières traces d'occupation du sol andin par les hommes remontent à plus de 14 000 ans avant Jésus-Christ. Des chasseurs, on passa aux Incas puis aux Indiens. Peu parmi eux survécurent à l'arrivée des conquistadors espagnols et portugais qui les refoulèrent dans la forêt amazonienne, sur les contreforts et les plateaux de la cordillère. Dans cette partie de l'Amérique du Sud, on rencontre encore des Mapuches. Leurs ascendants furent les premiers occupants du continent américain. Ana est née au Pérou, mais ses aïeux viennent d'Europe. Elle connaît mieux que quiconque ce trajet. Cela fait 18 ans qu'elle fait des allers-retours entre l'Argentine et son pays d'origine, qu'elle a dû quitter lors de la grande crise du milieu des années 80. Mais cette fois, c'est un périple un peu particulier qu'elle effectue. J'accompagne ma petite fille pour qu'elle ne voyage pas toute seule, parce que c'est la première fois qu'elle se sépare de ses parents. C'est aussi pour qu'elle ne se sente pas trop triste. Je suis émue parce que je peux faire quelque chose pour elle. Je veux dire, je peux l'aider, dans le sens de l'accompagner, la soigner, l'orienter. Tout ce que je peux faire. Elle sait qu'elle peut compter sur moi, sur son grand-père et ses oncles et tantes, pour tout ce dont elle aura besoin. C'est émouvant parce que ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas vu ma famille. D'un côté, je suis assez contente de les revoir. De l'autre, je suis triste parce que j'ai quitté ma famille à Mendoza. Ma maman, mon papa, mes frères et sœurs. Imaginez un peu, revenir pour chercher un futur ici. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus ? Après quelques heures de route, le bus grimpe jusqu'à 4000 mètres. À cette altitude, le climat passe très rapidement d'un extrême à l'autre. Ici, hier, la route était barrée à cause de la neige. C'est pour ça que maintenant, il y a tant de camions. Mais ça va mieux, ça roule maintenant. Ces 300 camions que vous voyez transportent tous des marchandises. Bien sûr, ils ne vont pas tous au Chili, mais tous passent par le col. De là peuvent continuer vers d'autres destinations. Mais le poste frontière est bien organisé. Avant, il neigeait plus. Moi, par exemple, j'aurais dû les apporter. J'ai des photos où la neige est beaucoup plus haute que le bus. Beaucoup plus haute.
Parce qu'autrefois, il neigeait des mètres et des mètres. Ah, plus maintenant. Année après année, ce n'est plus la même quantité qui tombe. Ouais, beaucoup moins. Il y a 20 ans, la route était barrée. Ça dépendait de la tempête, mais ça pouvait durer 1 mois. 30 jours. Vous voyez, ce panneau indique la frontière Argentine-Chili. Ici, on est en Argentine. Et là, nous entrons au Chili. Le poste frontière est l'occasion d'une nouvelle pause et d'une courte récréation pour certains. La cordillère marque la frontière entre l'Argentine et le Chili. Le passage n'est pas anodin. On passe d'une nation à une autre. Malgré les accords commerciaux qui existent entre pays de la zone andine et d'Amérique du Sud, les contrôles douaniers sont encore rigoureux. En Argentine, il y a ce que nous appelons la peste, la maladie de la mouche du fruit qui transporte des micro-organismes. C'est pour nous une barrière phytosanitaire. C'est pour cela qu'a été créé un service agraire du Chili. Nous avons au minimum 16 à 17 bus journaliers. Le transport de marchandises est beaucoup plus élevé, oui, plus, bien plus, autour de 800-900 camions par jour. Par ici passent 86% des marchandises qui entrent au pays en provenance du Mercosur. Malgré le Mercosur, sorte de marché commun entre pays d'Amérique latine, et le pacte andin, entre pays de la Cordillère, les pays sud-américains échangent peu entre eux. Les échanges intra-régionaux ne représentent que 17% du commerce extérieur. Petit matin, après avoir emprunté l'autre versant de la cordillère, une nouvelle journée commence et un nouveau décor s'installe. Le désert d'Atacama. Ça fait 20 ans que je passe par ici. Par mois, entre 4 et 6 fois. Alors, par an, ça fait pas mal. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est arrivé au bureau et il m'a demandé « Ça fait combien de temps que tu vas au Pérou ?» Je lui ai répondu « Voyons, sans compter, ça fait plus de 18 ans. » Il a pris sa calculatrice et il s'est mis à taper des chiffres. Et il m'a dit « Écoute, selon mes calculs, ça fait à peu près 5 600 000 kilomètres. » Alors tu n'as qu'à imaginer le nombre de fois que je suis passé par ici. Le désert d'Atacama. Une étendue de sable et de roches de près de 1500 km de long. Niché à une altitude de 1000 mètres, avec des sommets culminant à 4000 mètres, il est le plus aride au monde. Dans ce désert où il ne pleut presque jamais, moins de 50 mm de pluie par an, l'air y est pur et le soleil de plomb. Dans l'Atacama, on ne s'y arrête pas, ou presque. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de ressources, c'est le désert. On a eu de la chance d'arriver jusqu'ici, mais ici il n'y a plus rien. Vous voyez, nous sommes seuls au monde.
C'est un moment difficile. Ici, il y a eu des accidents de bus. Et pour qu'arrive une ambulance, quand tu as un problème mécanique, tu n'as rien pour te secourir. Imagine-toi qu'un passager tombe malade, ici, dans le bus, que des secours soient nécessaires. Les distances sont si grandes que je ne saurais que faire. D'après ce qu'on m'a raconté, cet homme a eu un accident avec sa famille. Je ne sais pas combien ils étaient. Il s'est endormi au volant et la voiture s'est renversée. Et toute la famille est morte. Mais lui a survécu. C'est ce qu'on m'a raconté. Il a commencé à construire cet enclos que vous voyez et il s'est installé là pour vivre. Un jour, je me suis arrêté. Il me faisait des gestes avec un petit bidon qu'il voulait dire qu'il volait de l'eau. Je pouvais lire sur ses lèvres. Pour Luis Orellana, le désert est un refuge à sa vie passée. Sa seule occupation quotidienne, veiller sur le sanctuaire dédié à sa famille. Pour Luis, désormais, le temps s'est arrêté, comme suspendu. Moi, je suis ici jour et nuit, depuis 5 ans. Mais avant d'arriver ici, j'ai fait 45 255 km à pied. Toute cette construction que vous voyez là, je l'ai construite avec de la terre que vous voyez ici, rien d'autre. Avec seulement des petites gouttes d'eau que j'ai du mal à obtenir. Je dois être toute la journée dehors parce qu'il faut que j'aille là-bas, au bord de la route. L'eau est indispensable, c'est vrai, mais le peu qui reste sert à la construction. Ça prend du temps, c'est lent, tout doit être rangé, mais c'est utile pour s'isoler moralement et pour le travail sur soi. Si je reste ici, la vérité, si je vous l'explique de cette manière pour que vous me compreniez. Regardez, j'ai 53 ans. Et à 53 ans, je suis passé à la 4e astrologie. Parfois, parler de famille, ça veut dire faire marche arrière, c'est le passé. C'est comme si vous étiez en train de faire une partie de foot et tout à coup, quelqu'un vous dit « Je viens vous parler de votre famille ». Mais moi, je suis en train de jouer au foot, pourquoi parler de ma famille ? Nouvel arrêt pour El Rapido et ses passagers. Perdu en plein désert, l'endroit est le seul lieu où on peut se restaurer, se laver et se reposer. Un petit paradis dans un lieu hostile. Pero pon tu cabeza ahí, no tengas miedo. Más adentro, más adentro, más adentro. Bueno, yo me echo agua también. Bien, agua. ¿Quién me echa agua a mí? Ya. Le petit complexe s'apparente à une surprise en plein désert.
Il appartient à Francisco Delgado Cortés. Le propriétaire a tenté d'y apporter un peu de vie. Tout est préparé le jour même pour bien servir les clients. Il faut calculer un bus ou deux par jour, sans oublier les camionneurs et quelques touristes. C'est pas facile parce qu'il faut produire de l'électricité et s'approvisionner en eau, car il n'y a pas d'eau ici. Alors tu dois tout apporter de l'extérieur. L'histoire de mes parents a commencé dans les années 70. Ils sont venus ici et la tradition est restée de génération en génération. Je suis venu travailler avec eux pour les accompagner et aussi après à cause de leur âge. J'ai fini par tout prendre en charge. J'ai commencé à prendre en main toute l'affaire, le restaurant, la pension pour les bus, les automobilistes et les camionneurs. Loin des regards, l'arrière-boutique du restaurant a pris des airs de caverne d'Ali Baba. Francisco y expose quelques petits trésors. Ces objets sont ceux que j'ai récupérés en parcourant tout notre secteur. Tout ce que je ramasse lorsque je pars marcher. Des vieilles chaussures, des bouteilles, des radios, des choses comme des pelles. C'est vers les années 90 que j'ai commencé à collectionner ce qui provient des salpêtrières, les mines de nitrate. J'essaie de sauver ce que je peux pour faire connaître ce qui était la vie des gens qui étaient ici dans le désert avant. L'histoire de la famille de Francisco est aussi celle de tout un pays, le Chili. Dans le désert d'Atacama résonne encore l'époque du nitrate, l'or blanc. La région compte au début du siècle dernier plus de 250 mines de nitrate, les salpêtrières, et une population de 300 000 habitants. Nous sommes près de Maria Elena. Ce secteur est couvert de gisements de nitrate, mais tout est parti. Il ne reste que des ruines en torchis. Et je viens ici récolter ce qui reste de ce qu'a été la salpêtrière. Ça, ce sont des chaussures. Regardez la quantité de clous. Ça, c'est une chaise. Enfin, ce qui reste d'une chaise. Avant, la vie des personnes du désert, d'après ce que me racontaient mes parents et mes oncles, qui travaillaient ici, ils n'avaient pas de moyens de transport. Ils devaient aller à la rencontre des marchands ambulants qui passaient à 50 km. Ils se déplaçaient en charrette. Il n'y avait que la boutique du patron. On payait les gens avec des jetons. On ne les payait pas encore avec de l'argent. Ah, vous savez, c'est très important pour moi. Ma famille a vécu par ici. Ils ont dû se sacrifier pour rester ici, travailler sous ce soleil en plein désert. Ça a dû être dur pour eux. J'imagine les sacrifices pour pouvoir aller de l'avant et tout l'enseignement qu'ils nous ont laissé. La frontière avec le Pérou n'est plus très loin. Pour certains passagers, des souvenirs d'un passé pas si lointain réapparaissent. Dans les années 80, les guérillas successives, dont celle menée par le Sentier Lumineux, ont contraint certains Péruviens à tout abandonner.
Nous avons quitté le Pérou en 1989, à l'époque du terrorisme. Au Pérou, le terrorisme sévissait beaucoup. Nous avions une exploitation agricole, mais nous avons dû la laisser parce qu'on ne pouvait plus travailler. C'était notre vie ou l'exploitation. Alors nous sommes partis. Nous avons tout laissé. Où pouvions-nous partir? Qu'allions-nous faire? Mon mari est parti voir où nous pourrions nous installer. Il est allé au Paraguay. Il n'a pas beaucoup aimé le Paraguay parce qu'il y fait très chaud. Et au retour, il est passé par Mendoza. Il a adoré. Alors il est venu nous chercher et nous sommes partis. Nous avons trouvé une propriété et depuis 89 jusqu'à maintenant, nous sommes installés là-bas. C'est l'arrivée à la frontière. Un passage stratégique car situé au carrefour de 3 pays, le Pérou, le Chili et la Bolivie. La région, principale voie d'accès à l'océan Pacifique, fut pendant longtemps le théâtre d'affrontements entre nations. Aujourd'hui, la région est devenue une zone de libre-échange entre le Chili et le Pérou. Pour des raisons de santé, la fripe est interdite dans notre pays, mais aussi parce qu'il porte préjudice à l'industrie du textile. En revanche, au Chili, cette importation est permise. Alors, il y a des personnes qui font le commerce de linge de seconde main. Mais ici, ils attendent à notre industrie et à notre économie. Ces marchandises doivent avoir un certificat sanitaire pour entrer dans le pays. Elles ne sont permises que pour les enchères, pour les personnes démunies, mais elles doivent suivre toute une série de démarches spécifiques. Multipliant les voyages, le bus s'est transformé en marché ambulant. De petits métiers se sont créés sur la ligne d'El Rapido. Ici, tout s'achète, à n'importe quel prix. Pour moi, la route, j'ai passé 2 anniversaires ici, derrière le volant, à bord du bus. Les jours où tu souffres le plus, ce sont les jours de fête. Tu sais que les enfants sont chez toi, tous les deux, et toi tu es... Ou encore pour l'anniversaire d'un proche, à Noël ou le jour de l'an. Être éloigné de sa famille, ça fait mal. C'est comme un sentiment d'impuissance. Mais c'est avant tout un travail. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu dois le faire. L'Argentine n'a pas été un Eldorado pour tous. Certains ont vite déchanté. Désillusion, mal du pays, les raisons sont multiples. Percy Domenique, péruvien, a passé 6 mois en Argentine. J'arrive de Mendoza et je vais voir ma femme. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est incroyable de retourner à nouveau au Pérou. Je travaillais ici, au Pérou, sur un bateau comme marin, quand un copain m'a demandé de venir le rejoindre en Argentine pour faire de la cuisine péruvienne. Mais il ne me payait pas plus de 15 pesos. 15 pesos. Avec ça, je ne pouvais rien faire. En plus, en Argentine, il fallait que je prenne mes médicaments, car parfois, à cause du climat, je tombais malade. En résumé, je ne pouvais jamais avoir d'argent. Par tous les moyens, j'ai réuni de l'argent pour me payer le billet de bus. J'ai réuni 1000 pesos en tout. La dernière partie de notre voyage nous conduit dans le sud du Pérou, entre terre et océan, jusqu'à Lima, la capitale, soit 1500 km de route. Le sud a aussi ses déserts. La région volcanique de l'Altiplano a donné la texture et la couleur à la terre de cette partie du pays.
C'est l'influence de l'océan Pacifique et de ses courants sud-nord qui sont à l'origine de la formation de ces déserts côtiers presque uniques au monde. Le désert interdisant toute forme de culture, le Pérou a dû puiser ses richesses ailleurs, non loin, dans l'océan Pacifique. Ici, c'est un vieux village, un village de pêcheurs. Un peu plus loin, il y a l'usine de farine de poisson. C'est là où arrivent les bateaux et qu'ils chargent la farine. Ils l'emportent au Japon. C'est impressionnant la quantité de farine de poisson qui se fait et qui part d'ici. Le Pérou vit en grande partie de sa pêche. Le pays est au premier rang mondial pour cette activité. Mais le courant marin El Niño, qui traverse périodiquement le Pacifique, fait des siennes. Il est de plus en plus chaud et contraint les espèces marines à fuir vers le large. Conséquence, les bateaux peu équipés pour s'éloigner des côtes restent au port. El Niño a bouleversé toute l'activité économique du Pérou. Des centaines de pêcheurs, comme Percy, ont perdu leur travail. Au petit matin, Percy reprend ses bonnes vieilles habitudes. Au Pérou, on dit qu'on vient au monde avec l'océan comme troisième parent. C'est ici que je me suis initié à la pêche, tout jeune. J'ai toujours aimé pêcher en posant des filets. Je vous parle des années 50. Sur l'embarcation où je travaillais, nous étions 16, en comptant le capitaine. Nous partions vers midi ou 1h et parfois nous faisions le plein de poissons dans une seule crique. Nous chargions près de 500 tonnes et nous revenions au port. J'ai l'impression qu'il y a moins de poissons maintenant, parce que peu à peu, les vieux comme moi s'arrêtent et aussi parce que les prises pour la anchoveta sont limitées. Maintenant, c'est plus comme avant. Avant, on travaillait tous les jours. Maintenant, non, le bateau sort une semaine et s'arrête tout un mois, puis il repart. Chaque pays a ses traditions culinaires. Moi, j'ai toujours été habitué à mes fruits de mer, mon ceviche, mes petites fritures. En Argentine, je mangeais de la viande et moi, ce n'est pas vraiment mon truc. Peut-être à cause de ma maladie des os. Et puis ma femme et mes filles me manquaient, il me tardait de revenir. La beauté du paysage sud-péruvien nous fait presque oublier les caprices de la nature. La région, à proximité de la plaque de Nazca, pousse sous l'océan Pacifique la plaque continentale, provoquant régulièrement des séismes. Je me sens si bien dans mon pays. Et quand je vais en Argentine, je me sens bien aussi. Il me semble qu'elle ressent la même chose que moi quand je vais en Argentine. Elle, c'est pareil quand elle vient au Pérou et qu'elle est accueillie dans la famille de sa mère. Une famille très nombreuse. Je crois qu'elle se sent bien ici. Je pourrais dire que j'ai deux patries. Et je suis très reconnaissante envers l'Argentine parce qu'elle nous a reçus à un moment très dur pour nous. Alors, on ressent comme de la tendresse. Chaque arrivée dans la capitale péruvienne est réglée comme du papier à musique. Avanza, avanza, avanza. Avanza.
Chaque arrivée correspond aussi à la fin d'un voyage et le début d'une autre histoire pour chacun des passagers. Pour la jeune Dercy, c'est un nouveau départ. Et pour Anna, une énième arrivée avant un prochain voyage. El Rapido apparaît encore pour longtemps comme le lien durable entre les générations de l'Amérique du Sud tout entière. Immuable, El Rapido passe et repasse inlassablement. Comme si on lui avait donné une mission d'intérêt général. Faire se rencontrer les peuples entre eux et leur donner des rendez-vous avec l'histoire. El Rapido est un formidable transporteur de vie.